Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, s'il vous plaît, Jean-Christophe Niel, directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, accompagné de Madame Karine Herviou, directrice générale adjointe en charge de la sûreté nucléaire, Monsieur Jean-Christophe Gariel, directeur général adjoint en charge de la santé et de l'environnement, et Monsieur Patrice Buézo, directeur de la stratégie de l'IRSN. Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui porte plus particulièrement sur le projet de rapprochement de l'IRSN avec l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Merci beaucoup d'avoir accepté cette audition, alors même que nous n'avons à ce stade pas encore pris connaissance du projet de loi du gouvernement sur ce sujet. Chacun s'en souvient, ce rapprochement a suscité de nombreuses interrogations et un débat nourri, notamment lors d'un dernier texte de loi sur le nucléaire. Nous avions tous, à l'époque, été alertés sur les enjeux d'une telle réorganisation par divers acteurs, dont les personnels de l'IRSN, dont je souhaite aujourd'hui, ici, saluer la qualité de l'expertise et le travail. Ce sujet important ne peut, à l'évidence, être limité à une question de filière industrielle, car il touche à la sûreté nucléaire, donc à la santé et à la protection de l'environnement. Le Parlement a rapidement décidé de mener un travail approfondi par la voie de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEXT, qui a rendu en juillet dernier un rapport de qualité sur la réorganisation de l'ASN et de l'IRSN, rapport rédigé par notre collègue Jean-Luc Fugit et monsieur le sénateur Stéphane Piednoir. Il s'agit d'un élément important pour guider la réflexion sur le sujet. En complément, il me semble indispensable, chers collègues, d'impliquer fortement notre commission, car, je le rappelle, elle est la commission compétente pour émettre un avis sur la nomination du directeur général de l'IRSN en application de l'article 13 de la Constitution. Il est donc bien naturel qu'elle se saisisse de ce sujet qui la concerne en premier chef, au vu des enjeux soulevés par le projet de réorganisation. J'ajoute que nous ne disposons pas, pour l'heure, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, du projet de loi qui devrait être prochainement déposé par le gouvernement. Cette audition devrait toutefois permettre de nous éclairer sur les grands principes devant guider, selon nous, selon vous, chers auditionnés, un projet de réorganisation de la sûreté nucléaire. Il nous sera également fort utile, dans la perspective de l'audition du 22 novembre prochain du président de l'ASN par notre commission, d'avoir votre avis sur le sujet. Bien entendu, monsieur le directeur général, il sera tout à fait possible à l'IRSN de nous faire part de ses observations une fois le projet de loi déposé, et c'est bien volontiers que nous les diffuserons au commissaire de cette noble commission. Vous l'avez compris, notre objectif est d'avoir une approche équilibrée, de prendre le recul nécessaire et de prendre en considération tous les aspects de ce sujet important. Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs, c'est donc avec un grand intérêt que nous vous entendrons nous exposer votre analyse, notamment concernant l'indépendance de l'expertise et l'articulation entre expertise et décision qui constitue le point central d'attention en matière de sûreté nucléaire. Je vous cède donc la parole, puis je passerai ensuite la parole aux représentants des groupes politiques, et comme il est d'usage, par la suite, chacun aura l'occasion de poser une question d'1 minute. La parole est à vous, monsieur le directeur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez souhaité m'auditionner sur le projet du gouvernement de création d'une... Vous m'entendez pas bien ? D'accord.
d'une grande autorité de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et je vous en remercie. C'est un honneur et un devoir pour moi et mes collaborateurs de répondre à votre invitation et surtout à vos questions. Lors de la réunion du 19 juillet 2023, le Conseil de politique nucléaire a confirmé la volonté du gouvernement de créer une grande autorité de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dont les moyens financiers et humains seraient renforcés et de veiller à ce que l'ensemble des missions de l'ASN et de l'IRSN soient préservées et leurs moyens humains renforcés. L'évolution envisagée par le gouvernement du système de contrôle de la sûreté et de la sécurité nucléaire et de la radioprotection est motivée par le contexte nouveau de perspective de relance du nucléaire et l'objectif de répondre au mieux à la mission d'assurer un nucléaire civil sûr en France. L'enjeu du point de vue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est finalement, évidemment, la prévention d'un accident nucléaire. Cette évolution n'est en aucune manière la conséquence de dysfonctionnement ou de manquement de l'Institut, comme le montrent les rapports récents relatifs à son fonctionnement, donc le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de juillet 2023, de la Cour des comptes de juin 2021, de l'évaluation du Haut Conseil à l'évaluation et la recherche et l'enseignement supérieur, un certain nombre de rapports parlementaires, dont celui du sénateur Rapin il y a quelques mois, ou d'inspection générale de l'administration. C'est aussi ce qu'a confirmé la ministre de la Transition énergétique. Alors, la réorganisation du système de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection telle qu'annoncée par le gouvernement, reprenant les grandes lignes du rapport de l'Office de l'OPESC, qui recommande la création d'une nouvelle et grande autorité, consistera en la fusion de l'ensemble des missions de l'IRSN et de l'ensemble de l'ASN dans une même structure, avec un statut d'autorité indépendante, à l'exception a priori, puisque la loi n'est pas définie, mais a priori, à l'exception de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité d'une part, et de certaines activités de prestation, notamment la dosimétrie passive de l'autre. Alors, pour mémoire, l'ASN rassemble aujourd'hui en gros 500 agents publics, fonctionnaires ou contractuels, et l'IRSN 1700 salariés de droit privé. Et l'IRSN consacre aujourd'hui 25% de ses moyens à son appui à l'ASN. Alors, quelles seraient les missions de cette nouvelle autorité? Donc, outre les missions actuelles de l'ASN, elle reprendrait les missions de l'IRSN, les missions actuelles de l'IRSN, aux exceptions que j'ai indiquées, aux exceptions près que j'ai indiquées. Donc, sans être exhaustif, la nouvelle autorité devrait exercer, en plus de celles prévues aujourd'hui dans le Code de l'environnement pour elle, pour cette autorité, elle devrait exercer aussi les missions d'expertise, de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection qui sont aujourd'hui exercées par l'IRSN. Ainsi, la nouvelle autorité exercerait ces missions d'expertise pour elle-même, mais aussi pour les autres ministères, par exemple le ministère de la Santé, du Travail ou de l'Environnement, qui aujourd'hui s'appuie sur l'expertise de l'Institut. Elle devrait aussi reprendre la surveillance radiologique de l'environnement et des personnes exposées au rayonnement ionisant, que ce soit la population générale, les travailleurs ou les patients, y compris en cas d'accident nucléaire, surveillance qui aujourd'hui est exercée par l'Institut. Autre mission qu'exerce l'Institut que devrait prendre l'autorité nouvellement créée, c'est celle de recherche. Cette nouvelle autorité devrait être un organisme de recherche au sens plein du terme. Je rappelle qu'aujourd'hui, la recherche représente 40% de l'activité de l'Institut. Et cette singularité pour la nouvelle autorité devra appeler des dispositions législatives particulières pour l'inscrire en tant qu'organisme de recherche. Et au-delà de ces dispositions nature législative, la nouvelle organisation devra assurer la pérennité des activités de recherche, notamment pour maintenir une capacité d'expertise indépendante en apportant des réponses scientifiques et techniques du meilleur niveau aux questions posées. Les points sur lesquels une vigilance est nécessaire sont doter la nouvelle autorité de l'ensemble des outils visant à l'insérer pleinement et dans la durée dans l'écosystème national, européen et international de la recherche. Par exemple, capacité à nouer des partenariats de recherche en France et à l'étranger,
recruter des doctorants et des postdoctorants, développer et maintenir en conditions opérationnelles des plateformes et des équipements expérimentaux, être évalué par le Haut Conseil à l'enseignement supérieur et à la recherche, comme tout organisme de recherche, entretenir une relation privilégiée avec le ministère de la Recherche. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est aussi conserver la capacité à conduire des recherches avec les industriels selon des règles déontologiques rigoureuses, comme c'est le cas aujourd'hui à l'Institut. Cette implication permet en effet que les recherches répondent à des enjeux de sûreté concrets et partagés. Troisième point, conserver la capacité à concevoir, construire et exploiter en sécurité des installations expérimentales afin de répondre au mieux aux enjeux présents et futurs dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. La nouvelle autorité devrait aussi rassembler diverses fonctions liées à la gestion de crise. Il faut rappeler que le contexte de gestion de crise modifie la dynamique et les modes de fonctionnement par rapport aux situations de fonctionnement normales. Le rassemblement des équipes de l'IRSN et de l'ASN dans un centre de crise unique, dans un même centre de crise, permettrait à la fois de clarifier en identifiant bien les fonctions d'experts et de conseil au pouvoir public, et pour les acteurs nombreux et peu familiers de l'organisation du système de contrôle, de rendre plus lisibles leurs interlocuteurs. Les activités de surveillance de l'environnement et des personnes prennent une importance particulière en situation de crise, notamment la dosimétrie. La dosimétrie est la mesure des doses de rayonnement ionisant reçues par les personnes. En cas d'accident nucléaire ou radiologique, 2 techniques seraient simultanément mises en œuvre sur un grand nombre de personnes afin de reconstituer leur exposition. La dosimétrie passive, qui permet de mesurer l'exposition externe des personnes, et la dosimétrie interne, qui permet de mesurer l'exposition interne des personnes. Comme je l'ai indiqué, l'activité de dosimétrie passive pourrait ne pas avoir vocation à rejoindre la nouvelle autorité, et ce pour des raisons déontologiques. Si tel était effectivement le cas, il conviendrait de s'assurer que ces activités de dosimétrie passive pourront continuer d'être mobilisées en cas de crise, comme c'est le cas aujourd'hui par l'IRSN au travers de l'ensemble de ces activités de dosimétrie. Le principe de la séparation entendu comme évaluation, le principe de la séparation entre l'expertise entendue comme évaluation des risques et la décision entendue comme gestion des risques est un principe générique largement reconnu dans le domaine de l'évaluation des risques. Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de 2019 sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux par les agences rappelle que, ouvrez les guillemets, depuis la fin des années 90, le principe de séparation des fonctions d'évaluation et de gestion du risque s'est imposé au cœur des différents systèmes de sécurité sanitaire en France comme en Europe et se matérialise dans de nombreux domaines, produits chimiques, médicaments, phytosanitaires, etc. Fermez les guillemets. Ce principe figure en outre parmi les 3 grands principes ayant fait l'objet de recommandations de la part de ce même office en février 2023 dans le cadre de la réforme sur laquelle vous m'interrogez aujourd'hui, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques recommandant la mise en place de dispositions pour garantir l'autonomie de l'expertise par rapport à la décision. Les conditions de séparation de l'expertise et de la décision dans la future autorité devront, de mon point de vue, être précisées. On ne peut pas ainsi considérer que la décision relèverait du seul collège de la future autorité et l'expertise de ses services. La situation est moins tranchée. En effet, une part importante des décisions de l'ASN est actuellement prise au niveau des services de celle-ci, notamment sur la base de l'expertise de l'IRSN. Il apparaît donc nécessaire, dès lors que l'expertise entrera dans le champ des missions de la nouvelle autorité et qu'elle sera également portée au sein de ses services, que la séparation de l'expertise par rapport à la décision soit garantie. La qualité des travaux de la nouvelle autorité reposera sur le maintien en nombre et en qualité de la compétence technique et scientifique à court, moyen et long terme, incarnée par les femmes et les hommes qui la constitueront. Dans cette période d'incertitude, je salue d'ailleurs leur implication constante et leur professionnalisme rigoureux pour permettre à l'IRSN d'assurer ses missions. Il est donc important que la loi confère à l'autorité des dispositions permettant de préserver dans la durée le statut des salariés de l'IRSN qui rejoindront la nouvelle structure, ainsi que le dispositif conventionnel qui l'accompagne.
Il sera aussi important de garantir le maintien d'un dialogue social de qualité au travers des instances représentatives du personnel. Pour favoriser l'attractivité et la fidélisation à court, moyen et long terme, il convient en effet de pouvoir continuer à recruter des salariés de droit privé, d'ouvrir des perspectives professionnelles dans ce nouveau système et aussi d'assurer des conditions salariales se rapprochant des secteurs de l'énergie et de la santé, secteurs en concurrence avec l'Institut. La transparence et l'interaction avec la société civile contribuent à la confiance dans le système de contrôle. De ce point de vue, c'est une condition de la réussite du plan de relance nucléaire. Il convient d'être vigilant à ce que la loi reprenne des principes à ce jour existants et structurants, tels que la publication des expertises techniques, aujourd'hui réalisée par l'IRSN dans la continuité de ce que prévoit la loi Transition énergétique pour une croissance verte, la mise en place d'enceintes de débats pluralistes avec les acteurs de la société sur les enjeux scientifiques et techniques de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, tant du point de vue de la recherche que de l'expertise. Le dernier sujet que je voudrais aborder dans ce propos liminaire concerne le processus qui devrait accompagner la mise en place de la nouvelle autorité. Comme je l'ai dit, le projet du gouvernement vise à réunir deux entités de taille importante, de nature différente, une autorité administrative indépendante d'un côté, un établissement public industriel et commercial de l'autre, avec des statuts de personnel différents et des missions distinctes. Une attention particulière doit être apportée à l'association des personnels et de leurs représentants, à la trajectoire des personnes exerçant au sein de l'ASN et l'IRSN des activités qui pourraient être vues comme de même nature et redondantes, et cela concerne essentiellement ce qu'on appelle les activités fonctionnelles et supports, à la conduite du changement pour l'IRSN et l'ASN, mais aussi pour les parties intéressées et prenantes qui devront aussi s'adapter à la nouvelle organisation du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, aux ressources qui seront nécessaires pour assurer la poursuite de fonctionnement de l'ensemble, y compris pour les grands chantiers déjà engagés, et je pense notamment à celui de la transformation numérique, évidemment pour gérer cette transition. Et bien évidemment, dès maintenant, il faut s'assurer qu'en ce qui concerne l'expertise de sûreté nucléaire, pour permettre les décisions de l'autorité en 2025, l'IRSN soit en mesure, notamment du point de vue des moyens humains et financiers, de délivrer ces expertises dès 2024, conformément au planning prévu, sur de nombreux sujets stratégiques. C'est une des conditions de la réussite du plan de relance nucléaire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais dire en propos liminaire. Maintenant, je suis prêt avec mes collaborateurs à répondre à vos questions. Très clair, merci beaucoup. Merci pour ce propos introductif. Je vais laisser la parole aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Jean-Luc Fugit. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord au nom du groupe Renaissance de souligner la qualité du travail effectué par l'IRSN. Permettez-moi aussi de rappeler qu'en février 2022, lors du discours de Belfort, le Président de la République a tracé les orientations du destin énergétique de la France, sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, garantir notre souveraineté et accélérer la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Depuis ce discours, le Parlement a travaillé pour mettre en œuvre cette trajectoire et a adopté un texte de loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables et un autre pour faciliter la relance du nucléaire. Notre groupe est pleinement mobilisé sur ces questions. Nous le faisons en nous appuyant sur la science, sans opposer les énergies renouvelables entre elles, sans opposer le renouvelable au nucléaire, sans opposer les molécules aux électrons. Notre démarche, c'est additionner les solutions pour sortir des fossiles. À l'occasion du débat sur le projet de loi nucléaire, nous avions abordé la question de la sûreté nucléaire. Si le sujet a été source de crispation, il n'en reste pas moins un sujet majeur, car la question qui se pose est de savoir si l'organisation de notre système de sûreté nucléaire est suffisamment efficace et robuste pour garantir les meilleurs standards de sûreté à l'aune des immenses défis à relever. Pour immenses défis, j'entends par exemple la relance du nucléaire avec la construction des 6 EPR, la prolongation de la durée de vie de nos centrales actuelles et leur adaptation au changement climatique, ou aussi le développement de nouvelles technologies de réacteurs. C'est dans ce contexte que l'OPEX a été saisi et qu'avec mon collègue sénateur Stéphane Piednoir, nous avons remis en juillet un rapport où nous formulons plusieurs propositions en faveur du rapprochement et d'une augmentation, ne l'oublions pas, des moyens alloués à la sûreté nucléaire au sein d'une structure unique et indépendante. Une indépendance dont dispose aujourd'hui l'ASN et non l'IRSN, qui, comme vous le savez tous, a 5 ministères de tutelle. Sur la base de ces propositions, le Conseil de politique nucléaire de juillet dernier a donc demandé au gouvernement de préparer un projet de loi que notre groupe étudiera avec vigilance. Nous souhaiterions savoir comment vous et vos équipes avez été associés à la préparation de ce texte,
Quels sont les points particuliers sur lesquels vous souhaitez attirer notre attention? Je crois que vous venez déjà de le faire. Et puis au-delà des aspects législatifs, comment allez-vous ou comment travaillez-vous actuellement avec la direction de l'ASN pour faire de cette réforme un succès? Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi, Monsieur le Directeur Général, mes chers collègues, de la majorité notamment. Enfin, un peu de bon sens sur notre sûreté nucléaire. Après la tentative tout à fait maladroite du gouvernement d'avoir voulu fusionner l'ASN et l'IRSN au printemps dernier, en plein débat sur l'accélération de la construction de nouvelles centrales nucléaires. Texte qui, bien que très imparfait, a été voté par le groupe Rassemblement National, je le rappelle. La construction de nouvelles installations nucléaires est complètement différente du contrôle de la sûreté nucléaire. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Or, comme bien souvent, vous aviez essayé de mettre la charrue avant les bœufs. Bien vous en a pris, nous revoilà au point de départ. Toutefois, si nous avions décrié la méthode utilisée à tel point que vous aviez retiré votre amendement du projet de loi, force est de reconnaître que sur le fond, nous ne sommes pas opposés à cette fusion. Au contraire. Avec 56 réacteurs nucléaires existants, la construction annoncée de plusieurs nouveaux réacteurs nucléaires et la perspective de technologies innovantes telles que les fameux SMR, ces petits réacteurs modulaires pleins d'espoir pour l'avenir, notre pays se doit d'avoir un organisme de contrôle de la sûreté nucléaire unique à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, toutes les nations dotées d'une filière nucléaire forte ont une seule et même autorité de sûreté nucléaire, en exemple les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada. Pourquoi devrions-nous faire différemment? D'autant que cette fusion permettrait de simplifier, de fluidifier les procédures, de mutualiser les compétences, tout en effectuant des économies, chose jamais négligeable en période de déficit abyssal. Le président de l'ASN lui-même, lors d'une audition au Sénat le 8 mars dernier, expliquait qu'aujourd'hui, l'ASN et l'IRSN ont la même raison d'être. Alors, monsieur le directeur général, qu'entendez-vous faire pour mettre en œuvre le plus facilement possible ce projet de fusion entre les deux identités que le Rassemblement national soutiendra tout naturellement compte tenu des raisons que j'ai pu évoquer? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Madame Anne Steinbach, Terre Noire. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs. En février, juste avant notre examen du texte sur l'accélération du nucléaire, nous avons eu la surprise de découvrir le projet de réforme de la gouvernance de la sûreté nucléaire via le démantèlement de l'IRSN. Introduit à la hussarde par amendement, mais heureusement rejeté par l'Assemblée, ce projet était un véritable passage en force du président Macron au moment même où il fonçait tête baissée dans la relance du nucléaire avec sa cohorte de nouveaux EPR à construire dont on ne maîtrise pas encore complètement la technique, ou encore du maintien en service d'un parc nucléaire vieillissant, le tout dans un contexte d'intensification des conséquences du dérèglement climatique qui menace aussi l'industrie nucléaire car l'augmentation des températures, les sécheresses comme la montée des eaux rendent plus difficile le refroidissement des centrales. Nous sommes pour le développement massif des énergies renouvelables et la sortie du nucléaire, mais puisque ce n'est pas le chemin choisi, nous sommes plus que jamais attachés à la conservation du système dual qui sépare expertise technique de l'IRSN et décision par l'ASN. Cette séparation est reconnue au plan international et pour cause, l'évaluation des risques ne peut pas être sous le contrôle du décideur qui est par définition face à des contraintes autres, économiques. Or, Fukushima nous a rappelé le coût terrible et pérenne d'un accident nucléaire. La sûreté nucléaire de la France ne peut pas être pensée à l'économie. La fusion de l'IRSN et de l'ASN menace également la transparence en matière de sûreté nucléaire, puisque selon le Canard enchaîné du 7 mars dernier, Madame Pannier-Runacher indiquait que la diffusion des avis scientifiques pourrait être bloquée en attendant que l'ASN se prononce. Nous avons vu et soutenu au printemps l'opposition massive des ingénieurs de l'IRSN à ce projet. Avez-vous constaté depuis une augmentation des démissions de salariés pouvant faire craindre une fuite de nos cerveaux et si oui, dans quel service ? Et d'une manière générale, quelles conséquences la fin de la séparation entre expertise et décision peut-elle avoir sur l'expertise? Craignez-vous une perte de transparence et donc d'information du public? Et quels sont les principaux risques que vous anticipez dans le cas où ce projet serait finalement adopté? Je vous remercie. Et je signale qu'il y a un problème de micro. Merci, chers collègues. Et donc, on est en train de tenter de résoudre les problématiques techniques. Mais au-delà des problématiques techniques, chers collègues, si vous pouviez simplement écouter les orateurs de groupe, et alors que ce soit pour Madame Steinbach, Terre Noire, ou pour les précédents, histoire que nous puissions
avoir un débat de qualité. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, au printemps, le projet de fusion entre l'ASN et l'IRSN avait tourné à la confusion, après avoir été initié dans la précipitation par le gouvernement, mettant en lumière la nécessité d'un vrai débat de fond avant toute réforme de notre sûreté nucléaire. La charge de travail de l'ASN va exploser ces prochaines années avec la construction de nouveaux réacteurs et la prolongation du parc existant. Le système dit dual actuel séparant expertise et décision doit être lu comme une modalité d'organisation et non comme un principe absolu. S'il fallait définir le modèle français, ce serait d'abord par son approche pragmatique, bien plus que théorique. La réussite de notre système de contrôle depuis le plan Messmer vient du fait qu'il ne se limite pas à la réglementation, mais tient aussi compte des enjeux industriels. Penser que l'IRSN est l'ultime garant de la sûreté en tant que contre-pouvoir de l'ASN ou lanceur d'alerte est ainsi un contresens à la loi de 2006 portée par notre famille politique et une grave source de dysfonctionnement pour le dispositif actuel. Quand l'IRSN communique en amont ses analyses à l'extérieur, c'est un dévoiement de son rôle. Cela met l'autorité sous pression alors qu'elle doit prendre une décision en fonction d'un avis technique et aussi d'enjeux de sécurité d'approvisionnement. Au vu de tous ces éléments, oui, une réforme peut être utile. D'ailleurs, le pire danger pour un système de sûreté étant de ne jamais se remettre en question. Mais ce sera sous condition. Maintenir la sûreté nucléaire à son niveau actuel. Cette réforme ne devra en aucun cas abaisser le niveau d'exigence au détriment de la sécurité. Publier en même temps les décisions de la future entité et les rapports d'expertise sur lesquels elle sera fondée pour rendre ses avis. Le gouvernement, qui n'a promis que 15 ETP au lieu de 29 à l'ASN d'ici 2026, doit mettre en cohérence son discours et ses actes. S'il se limite à une réforme managériale transvasant les effectifs de l'IRSN vers l'ASN, nous nous opposerons au projet. Enfin, cette réforme doit être un véritable acte politique avec l'inscription dans la loi d'un programme nucléaire concret, doté d'un calendrier allant au-delà d'un écran de fumée technico-administratif. Il en va bien sûr de la relance de la filière et de notre industrie. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Merci pour votre présence ce matin pour échanger sur le projet de rapprochement IRSN et ASN qui a fait couler tant d'encre l'année dernière. Tout le monde se souvient que lorsque le sujet a été évoqué lors de l'examen du projet de loi portant sur la relance du nucléaire, non seulement des doutes légitimes ont été soulevés par des acteurs divers, mais nous nous y sommes opposés à l'Assemblée, et je crois avoir été parmi ceux qui s'y sont opposés le plus fortement, en tout cas de cette manière-là. Somme toute, finalement, assez logiquement, nous avons plaidé pour le report de cette mesure et demandé à l'OPEX, ce qui a été fait, que l'OPEX rende un rapport sur le sujet, et je remercie Stéphane Piednoir et Jean-Luc Fugit pour la qualité de leurs travaux. Ce projet, qui vise donc à créer un organisme unique de contrôle de la sûreté nucléaire en France, a suscité et suscite encore de nombreuses inquiétudes et interrogations, tant au sein de vos personnels, vous l'avez rappelé, que des acteurs du secteur nucléaire et de la société civile. Mais cette fusion, finalement, n'est pas une lubie du gouvernement. Elle avait déjà été évoquée par le président Sarkozy il y a près de 15 ans et est régulièrement revenue dans le débat depuis. S'il est de notre devoir de nous assurer que cette fusion n'impacte pas la sûreté nucléaire en France, nous devons aussi garantir que les organismes de sûreté nucléaire soient plus efficients, les plus efficients possibles, pour accompagner la relance du nucléaire. Relance qui est, je tiens à le rappeler, indispensable pour garantir l'indépendance énergétique de notre pays et pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela me permet de recentrer mes propos sur un sujet qui me tient à cœur. Je le joue un peu perso, je suis désolé. Les SMR et plus particulièrement les XAMR. Nous avons en France plusieurs pépites qui travaillent sur le sujet. Je ne citerai que les deux plus importantes, Narea, indépendant et constitué de nombreux anciens chercheurs ayant travaillé sur Astrid, et Neward, filiale d'EDF. Si dans vos propos liminaires, vous nous avez fait part des avantages et des risques d'une telle fusion pour le développement de la filière nucléaire en France, notamment en matière d'indépendance, de transparence, de compétitivité et d'innovation, j'aimerais connaître votre avis sur l'impact de cette fusion quant à votre capacité à accompagner le déploiement de ces petits réacteurs modulaires qui sont présentés comme une solution d'avenir pour répondre aux besoins énergétiques des sites isolés ou des petits réseaux électriques. Cette fusion va-t-elle améliorer l'accompagnement des start-up nucléaires, simplifier les procédures sans compromettre le nécessaire besoin de sécurité? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Monsieur le Directeur, notre pays compte 56 réacteurs nucléaires répartis aux quatre coins de France, et dans mon département de Seine-Maritime, nous comptons 6 réacteurs d'une puissance de 1300 MW chacun.
Aussi, je puis vous dire combien les habitants de ma circonscription et de mon département sont particulièrement attachés à la pleine sécurité de ces installations. Alors que le parc électronucléaire français est vieillissant et que le gouvernement souhaite créer de nouvelles unités de production, l'idée même de remettre en question le fonctionnement dual actuel de sûreté et de sécurité nucléaire nous inquiète. Et la carambouille précédente, qui visait à forcer le Parlement, amendement, pas d'étude d'impact, a renforcé notre très grande méfiance sur le sujet. Le système actuel est aussi celui qui a pu mettre en évidence, par exemple, des problématiques de corrosion sous contrainte. Et si l'arrêt forcé, il y a quelques mois, de nos centrales a mis en difficulté notre approvisionnement en électricité, il est important de dire que cela a permis d'assurer la pleine sécurité de nos installations et des populations. Et donc, notre système actuel fonctionne. En tout cas, fonctionne bien, semble-t-il. Alors, la question est simple. Pourquoi remettre en cause ce système qui fonctionne alors que notre besoin de sécurité et de sûreté s'accroît a fortiori lorsque le gouvernement envisage son développement? Monsieur le directeur général, j'aimerais vous entendre en général sur les forces et faiblesses du système actuel et en particulier sur les risques inhérents dans la période à une modification de ce système dual. J'aimerais aussi avoir votre sentiment sur les raisons qui pourraient pousser la représentation nationale à accepter un tel projet de fusion. Quels sont les principaux risques que vous redoutez? Quelles sont les opportunités que vous pourriez espérer? Par ailleurs, l'IRSN publie ses avis conformément à la loi. Pouvez-vous nous rappeler les modalités de publication de ces avis? Pouvez-vous nous indiquer si ces dernières années, des publications d'avis de l'IRSN ont été retardées ou auraient été retardées à la demande de l'ASN? Et en quoi les expertises dans les domaines de la sûreté et de la sécurité des installations civiles sont-elles liées? Je vous remercie pour les premières réponses. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Anne-Cécile Violent. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, évidemment, un grand merci d'être là pour répondre à nos questions. Le statut de l'ASN garantit le meilleur niveau d'indépendance. Cela exclut toute interrogation sur l'interaction entre les préoccupations de sûreté nucléaire et de radioprotection et d'autres objectifs que le gouvernement doit assumer, comme veiller à l'approvisionnement énergétique ou jouer son rôle d'actionnaire principal de grands opérateurs du secteur nucléaire. Ces dernières années ont démontré cette indépendance, avec pour exemple récent les mises à l'arrêt de précaution des réacteurs nucléaires dans un contexte où la France traversait l'une des pires crises énergétiques de son histoire. Si nous souhaitons pouvoir lancer aujourd'hui un nouveau grand programme nucléaire, il est de rigueur qu'il réponde à des exigences de sûreté robustes et aux meilleurs standards internationaux. Et c'est dans cet esprit que le gouvernement souhaite renforcer l'indépendance et les moyens de l'autorité de sûreté nucléaire dans le prochain projet de loi, en y intégrant les compétences techniques de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Au nom du groupe Horizon et Apparentés, je salue le travail remarquable mené par notre collègue Jean-Luc Fugit et son collègue sénateur Piednoir. Leur rapport salue la réputation élevée et le haut niveau de sûreté du modèle français. Ils insistent sur le continuum déjà en place entre la décision et l'expertise en matière de nucléaire, malgré l'existence de deux entités séparées. Merci aussi pour la qualité de leurs recommandations. J'interroge toutefois le manque d'études d'impact sur la constitution de cette nouvelle instance. Et Madame, Messieurs, permettez-moi de porter la voix de tous les acteurs du groupe Santé-Environnement et de leurs inquiétudes. Comment puis-je les rassurer sur leurs inévitables préoccupations, s'agissant évidemment de la garantie d'indépendance de cette nouvelle entité, et qui serait propice aux bons arbitrages pour la préservation de la santé humaine, animale et des écosystèmes? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Madame la ministre Delphine Batho. Merci, Monsieur le Président. Nous avons activement participé en mars 2023 au rejet du cavalier législatif introduit par le gouvernement, et aujourd'hui nous refusons que ce que nous avons rejeté par la porte revienne par la fenêtre. Pour le groupe écologiste, mais aussi comme ancienne ministre en charge de la sûreté nucléaire, je veux dire que l'organisation française de la sûreté nucléaire est bonne et que l'excellence de l'IRSN, l'excellence aussi de l'ASN y contribue. Qu'il faut toujours être humble dans ce domaine, que l'humilité est partie intégrante de la qualité de notre sûreté nucléaire. Mais on se pince lorsque l'on entend dans cette commission que le Japon serait un modèle en matière de sûreté nucléaire, ou on se pince aussi lorsque l'on entend que la transparence des avis d'expertise de l'IRSN serait un problème.
parce que la démocratie et la transparence des avis d'expertise en matière de sûreté nucléaire est un pilier fondamental de la sûreté elle-même. La transparence est centrale en matière de sûreté nucléaire. J'entends dans ce qui a été présenté qu'en réalité, rien n'est réglé. On ne sait pas s'il y aura séparation de l'expertise et de la décision. On ne sait pas s'il y aura une transparence des avis d'expertise, puisque les promoteurs de la réforme nous disent qu'ils veulent la remettre en cause. Et on nous dit que la recherche, avec les opérateurs, serait organisée par une autorité indépendante. Mais pardon, mais on a vu ça dans quel pays, en fait? Une autorité indépendante ne peut pas conduire des programmes de recherche avec les opérateurs qu'elle est censée contrôler et superviser. Mon dernier point est celui du fait que l'IRSN travaille seulement à 25%, je conclus, Monsieur le Président, Merci. pour l'ASN, Concluez. et qu'elle exerce des missions fondamentales pour la nation en matière de défense nationale, de sécurité intérieure et de lutte contre la prolifération à l'échelle internationale. Ces missions ne peuvent pas, ne pu dépendre du secrétariat général de la Défense nationale, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense. Elles ne peuvent pas être confiées à une autorité indépendante. Merci. Pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, la parole est à Hubert Wulfranc. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement avec beaucoup d'humilité que je prends la parole ce matin. Je ne prétends aucunement à maîtriser un dossier à enjeu tel que celui-ci. Nous avons eu l'occasion, par la voix notamment de Sébastien Jumel, de dire à l'époque quelle était notre position vis-à-vis de la tentative à la hussarde d'introduire ce débat par la fenêtre. Et pour qu'elle revienne aujourd'hui, peut-être dans des conditions d'appropriation politique beaucoup mieux réunies. Sur le fond, oui, on est là devant un projet à vaste spectre qui engage les questions de sûreté nucléaire, sur lesquelles, bien évidemment, nous devons, au niveau politique, porter toute notre attention. Pour ce qui nous concerne, nous partons d'un modèle, et ça a été dit, qui fonctionne. Politiquement, nous devons arriver, si modification il y a, à un modèle qui ne souffre d'aucune baisse d'intensité, à la fois en termes de vigilance et de recherche, d'expertise et, in fine, de sécurité pour la nation et pour nos concitoyens. Voilà, c'est l'objectif politique majeur dont il convient d'assurer la réalisation. Nous sommes, qui plus est, dans une séquence où la relance du parc nucléaire, et vous connaissez notre position sur ce point, est à l'ordre du jour. La masse de travail, le périmètre du travail, la densité de l'activité va être considérable, et nous considérons donc que l'un des engagements majeurs, c'est les moyens qui seront à disposition de cette future entité, si future entité il y a. Et nous sommes, de ce point de vue-là, assez alarmés par la dynamique des recettes qui sera celle, qui pourrait être celle de cette future entité, si future entité il y a. C'est là, pour nous, un enjeu majeur. Merci, chers collègues. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Benjamin Sainte-Huile. Merci, Monsieur le Président. Qui a lu le projet de loi? Qu'est-ce qui a changé depuis quelques mois? Moi, je serais intéressé de le savoir. Qu'est-ce qui a bougé? En mars, vous avez tenté de passer rapidement à travers le projet de loi nucléaire. Vous l'avez tenté, finalement ça ne s'est pas fait, tant mieux. Et résultat, on nous raconte quelque chose qui est assez désagréable aujourd'hui. Je le dis parce que rien n'a changé. Le collègue Fugit, à l'époque, il était déjà en accord avec cette proposition de fusion rapide. Il y a un rapport de l'OPEX qui dit oui, il faut le faire. Très bien. Depuis, il y a eu le président de la République, à travers le Conseil politique nucléaire, qui a dit oui, il faut une fusion. C'était déjà le souhait du président de la République à l'époque. Bon, moi je veux bien qu'on pose la question de manière sincère,
de la sûreté nucléaire. Vous savez que je fais partie de ceux qui ont défendu la relance du nucléaire, qui le souhaitent ardemment et qui souhaitent pour ça qu'on réussisse le grand chantier de la sûreté nucléaire. Je ne comprends pas, à l'heure où on se parle, ce qui a changé. Pourtant, j'entends déjà des positions qui ont bougé. Alors, pas de la majorité, je le reconnais ça, mais j'entends des positions qui ont bougé. Sur quel fondement? Sur quoi? Moi, je suis attentif de savoir ce qui sera dans le texte. Je ne l'ai pas lu. Si parmi vous, il y a des gens qui ont lu le texte, il faut partager les informations, les collègues. Hein. Parce que qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on serait en situation de faire bouger la position qui était la nôtre? Moi, j'ai dit à l'époque que nous n'étions pas fermés par principe sur les questions de sûreté nucléaire, que nous étions attentifs aux argumentaires et aux perspectives. Mais aujourd'hui, on nous dit la même chose qu'il y a 6 mois. On nous dit parce qu'il y a la relance du nucléaire, parce qu'il y a la poursuite de la vie des centrales, il faut changer la sûreté. Mais je n'ai pas d'argument scientifique qui me laisse penser que les objectifs politiques qui sont fixés par la majorité et que je peux rejoindre nécessitent un changement de l'organisation de la sûreté en France. On l'a dit, la réussite passera par la transparence et par l'appropriation des populations à cette nécessité de relancer le nucléaire. Moi, j'ai une seule question. En quoi cette nouvelle autorité est-elle, de votre point de vue, mesdames, messieurs de l'IRSN, une condition d'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement ? Monsieur le directeur général, je vais vous laisser le soin de répondre aux orateurs des groupes, en sachant que nous avons une petite dizaine de questions d'1 minute par la suite. Je vais essayer de faire ça de la manière la plus efficace possible. Nous le faisons toujours à l'IRSN. Monsieur Fugit. Fugit, pardon, excusez-moi. Pourtant, on s'est rencontrés un certain nombre de fois. Hein, autant pour moi. Excusez-moi. Donc, vous rappelez que l'évolution du système est liée à un nouveau contexte. Vous mentionnez aussi Pardon, voilà. Ouais. Je me reculais un peu. Vous m'interrogez sur notre avis sur le rapport de l'OPEX. Donc, ce que je peux dire, c'est que on a eu beaucoup d'échanges avec l'Office. Hein, l'IRSN a traditionnellement des relations proches avec l'Institut. J'ai bien noté dans le rapport, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, que ce n'était pas le résultat de votre enquête n'est pas une mise en cause du système actuel. Sur les recommandations, je peux noter que la plupart d'entre elles pourraient être mises en œuvre d'ailleurs dans le système actuel, hein, notamment de la 2 à l'avant-dernière. Hein. Voilà. Vous me posez la question de comment on est associé au projet de loi. Au projet de loi. Donc il y a un certain nombre de discussions. Évidemment, moi, il ne m'appartient pas de rentrer dans ces sujets-là. Et puis, vous me posez la question de la nature des travaux avec l'ASN. Ce que je peux dire, c'est que depuis, on va dire, 1 mois, nous avons constitué une douzaine de groupes de travail qui visent à paver l'ensemble des activités de l'Institut avec une démarche de priorisation. C'est-à-dire que 3 premiers groupes de travail ont été engagés. Un sur le sujet instruction, expertise, inspection. C'est là où notamment nous allons aborder plus en détail la question de la séparation expertise-décision, qui est, je le rappelle, centrale. Un deuxième groupe de travail sur la crise, l'intervention et la surveillance, hein, puisque les sujets d'intervention et de surveillance, comme je l'ai mentionné dans mon intervention, sont intimement liés à la crise, même si elle s'effectue aussi hors crise. Et puis enfin, le sujet de la recherche. Donc ça, c'est 3 groupes dont les mandats viennent d'être définis et qui engagent leurs travaux. Et évidemment, il y en a un certain nombre d'autres qui vont aussi débuter, notamment un sur l'ouverture à la société, la transparence, l'information, la communication. Un sur tout ce qui a trait aux données et à l'informatique. Un sur les aspects budgétaires, financiers. Voilà. Donc c'est un document qui a été partagé en interne. Je peux évidemment, en interne de l'ASN et l'IRSN, je peux évidemment le partager avec vous. Voilà les modalités de travail. Par ailleurs, il y a des éditions avec les organisations syndicales, bien évidemment, dans les 2 organismes, et nous travaillons à un accord de méthode rassemblant les directions de l'IRSN, de l'ASN et les organisations syndicales des 2 organismes. Alors, monsieur Dragon, alors... Vous rappelez que il y a un certain nombre de pays qui ont une seule et même autorité en sûreté
en sûreté nucléaire. Vous mentionnez que les raisons d'être des deux instituts sont identiques, et enfin vous m'interrogez sur la manière dont nous allons mettre en œuvre cette réforme. Alors je voulais rappeler ce que j'avais dit lors des auditions précédentes sur la première version du projet de loi, c'est que les systèmes d'organisation du contrôle de la sûreté, ils sont multiples au niveau international, et notamment l'expertise technique qui dans le jargon international s'appelle les Technical Safety Organization, sont variables. Il y a des documents de l'AIEA qui reviennent sur ce sujet. En tout état de cause, cette expertise, c'est aussi les documents de l'AIEA qui le mentionnent, doivent être séparés de la décision. Et puis quand on prend un modèle, il faut le regarder dans son intégralité. J'avais par exemple indiqué, parlant de la NRC, l'autorité de sûreté nucléaire américaine, qui est une référence, que par exemple les auditions tenues par les commissaires de la SN, donc le collège de la NRC, pardon, les commissaires de la NRC sont publics. Par ailleurs, les commissaires de la NRC ont des équipes d'instruction propres, c'est-à-dire ont une capacité à faire de l'instruction elle-même. Donc voilà, donc la comparaison internationale est évidemment essentielle, et on a beaucoup de relations à l'international avec nos collègues, mais il faut évidemment la regarder dans son intégralité. On a une même raison d'être qui est la sûreté nucléaire. Nous avons des métiers différents, puisque l'IRSN est sur la réglementation, l'inspection de la décision, pardon, l'ASN est sur la réglementation, l'inspection, éventuellement la sanction. L'IRSN est sur l'expertise et la recherche. Nous sommes un organisme scientifique et technique d'évaluation. Alors, qu'entendez-vous faire pour mettre en œuvre cette réforme ? Je l'ai indiqué. Nous avons engagé des travaux avec l'autorité de sûreté nucléaire pour définir les conditions de fonctionnement de cette nouvelle structure, de cette nouvelle autorité, notamment au travers des groupes de travail. Et donc, on a mis en place une comitologie pour avancer sur ces sujets. Alors, la NUPES, Madame Steinbach-Ternoir, vous évoquez la question de la transparence. C'est une question qui revient plusieurs fois, donc je vais peut-être y revenir. C'est un point important. Donc, la loi transparence et transition énergétique pour une croissance verte de 2015 prévoit la publication des avis de l'Institut. Et la loi dit, si je parle sous contrôle de mes collègues, en concertation avec les demandeurs de cette expertise. Alors, de manière très pratique, les modalités de publication de nos expertises avec l'ASN sont régulées par une convention entre l'ASN et l'IRSN, qui a été signée une première fois en 2017 et re-signée en 2021, donc d'ailleurs par Bernard Dorozuc et moi-même. Et donc elle aborde le sujet des modalités de rendu public de ces avis. Donc ces dispositions n'ont pas changé d'ailleurs entre 2017 et dans la version 2017 et 2021. Et qu'est-ce que dit cette convention ? Elle dit que les avis sont publiés 15 jours après que l'IRSN les ait élaborés, voilà, sauf cas particulier à l'initiative de l'un ou l'autre des acteurs. Donc l'IRSN respecte très scrupuleusement cette procédure. Donc par batch, nous publions tous les 15 jours nos avis sur notre site internet. On a beaucoup de réunions avec l'ASN, notamment à haut niveau avec le collège de l'ASN et son président. Et ce sujet n'a pas fait l'objet de remarques vis-à-vis de l'IRSN. Ça étant, nous, la publication simultanée des avis avec la décision ne nous pose pas de problème. En tout état de cause, ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est qu'aujourd'hui, l'IRSN est un organisme responsable de gens professionnels. Et donc, nous publions, nous rendons publics nos avis de manière strictement conforme aux accords que nous avons avec l'autorité de sûreté nucléaire. D'ailleurs, au-delà de l'autorité de sûreté nucléaire, cette disposition s'applique à toutes les institutions pour lesquelles nous rendons des avis, et y compris les ministères, par exemple le ministère du Santé, le ministère du Travail. Voilà. Sur les démissions, alors c'est compliqué, c'est difficile d'avoir une vision encore très précise à ce jour, puisque l'annonce de la réforme date de février, le temps que les gens qui éventuellement seraient conduits à souhaiter démissionner, entre autres à cause de cette raison, se sont déclenchés évidemment pas immédiatement. Ce qui semble apparaître dans les premiers chiffres qu'on a, donc depuis on va dire mars-avril, c'est une augmentation des démissions de l'ordre de 50%, sachant que les chiffres restent des chiffres d'ampleur limitée. De mon point de vue,
de mon point de vue, la vraie difficulté, c'est la difficulté de recrutement. Et aujourd'hui, nous avons des vraies difficultés à recruter, à remplir notre plafond d'emploi, bien que nous ayons mis en place ces dernières années des mesures très volontaires pour faciliter ce recrutement. Le troisième point, c'était sur impact sur expertise décision. C'est l'intervention que j'ai faite au début de mon propos. Il nous semble très important, et d'ailleurs c'est une disposition reprise par l'Office parlementaire, de mettre en place cette séparation expertise-décision. Aujourd'hui, elle est faite parce que les deux organismes sont différents. Demain, il faut mettre en place des circuits qui permettent d'assurer ça. Donc j'ai évoqué le rapport de OPES qui fait référence à cette séparation, mais il y a d'autres documents qui sont parus cette année. D'ailleurs, il y a un rapport de la HAS sur l'expertise et la décision qui explique aussi qu'elles doivent être séparées. Il y a eu un avis du Conseil scientifique de l'ANSES. Donc c'est vraiment, une condition d'une bonne gestion du risque. Donc dans cette nouvelle structure, il faudra évidemment être particulièrement attentif à cette séparation expertise-décision. Une des raisons derrière la séparation expertise-décision, c'est éviter que l'expert intériorise ce qu'il pense être le souhait du décideur et l'intègre dans son expertise. C'est ça le sujet de fond. Indépendamment de ça, sur ces sujets-là, c'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue. Madame Petex-Levé, alors, vous m'avez interrogé sur la publication en amont. Donc je pense que j'ai répondu sur le mécanisme qui, pour moi, aujourd'hui, ne semble pas, en tout cas, de ce qui m'était remonté, soulevé de difficultés du côté de la SN. Et en tout cas, on ne fait pas ça, on fait ça de manière professionnelle. C'est ça vraiment le point important. On a des règles, on les respecte. Le nucléaire est quelque chose de très cadré, très formaté, et on s'inscrit complètement dans ce cadre-là. Vous évoquez l'importance de maintenir le niveau de sûreté. Il y a évidemment la question à moyen et long terme quand la structure sera en place. Je rappelle que c'est une réforme quand même d'importance. Il faudra un peu de temps, plusieurs années, pour que le nouveau système soit complètement en place. Et donc pour moi, l'enjeu est notamment l'enjeu dans les mois et les premières années qui viennent. On avait remis, et je peux le partager avec vous, à M. Fugit un calendrier sur les rendez-vous que nous avons, notamment en 2024. Je peux évidemment le partager avec la commission. On peut vous le transmettre. Il y a un concentré sur l'ensemble de nos sujets importants. Tu veux peut-être en dire un mot, Karine, rapidement ? Oui, effectivement, nous avons déjà reçu l'ensemble des gros dossiers à expertiser sur les 3 ans à venir, en particulier la demande d'autorisation de création de la paire de PR2 d'EDF sur le site de Panly. Rapidement vont arriver également des dossiers pour les paires suivantes, notamment sur Gravelines. Nous avons les dossiers des SMR ou des XMR avec beaucoup de sollicitations de la part des startups qui développent ces réacteurs. EDF qui a également déposé un dossier d'option de sûreté sur son réacteur Nouard. Les réexamens périodiques de sûreté, puisque les tranches de 1300 MW vont dépasser leurs 40 ans. Et s'est ajouté également récemment la perspective de prolonger la vie des centrales au-delà de 40 ans, au-delà de 60 ans, peut-être jusqu'à 80 ans. Donc tout ça génère effectivement une charge de travail sans précédent. Et ici, je ne parle que des réacteurs, mais il y a bien sûr le cycle du combustible associé. Que deviennent les usines, notamment de retraitement? Il faudra aussi vraisemblablement les prolonger. Il y a également CIGEO. Donc nous avons une charge qui aujourd'hui est extrêmement forte et les expertises sont déjà engagées. Les discussions avec l'ASN sont effectivement serrées pour définir des stratégies pour qu'ensemble on relève le défi de remettre en temps et en heure les avis d'expertise qui permettront à l'autorité de sûreté de se positionner dans les temps souhaités par le calendrier industriel. Merci Karine. Monsieur Millienne, vous évoquiez le fait qu'il faut être plus efficient. On partage complètement ce point de vue. Et l'IRSN s'y attelle. On a développé ces dernières années, notamment parce qu'on avait un budget qui était tendanciellement à la baisse, l'ordre de 10% en 10 ans avant une reprise en 2023. Et pour s'adapter à une charge croissante d'expertise, on avait développé des outils
de gestion en lien avec les autorités avec lesquelles nous travaillons, notamment l'ASN, des processus pour améliorer ça, ce qu'on appelle notamment la garde de triage, c'est-à-dire s'interroger à l'arrivée des dossiers sur ce qu'on regarde, des démarches stratégiques d'expertise, c'est-à-dire comment on organise l'expertise dans la durée, tout ça est en discuté avec l'ASN. Donc on est 100% d'accord sur être plus efficient. D'ailleurs, l'IRSN est un organisme qui est certifié et donc qui cherche en permanence à s'améliorer. Et après, vous posez des questions très spécifiques sur les SMR, en particulier les XAMR, et notre capacité à traiter de ces sujets. Donc je rends la parole à Karine. La nouveauté avec ces XSMR, ou même ce qu'on appelle les Advanced Modular Reactors, c'est-à-dire des SMR qui font appel à des technologies dites de génération 4, c'est que finalement ce sont des projets où il y a encore besoin pour la plupart de recherche et développement en parallèle de la conception. Donc finalement, la réglementation française qui aujourd'hui a été bâtie sur la base du modèle qui considère que nous avons en face un gros exploitant de centrales nucléaires EDF n'est pas adaptée à ces concepteurs. Nous avons mis en place avec l'autorité de sûreté nucléaire une cellule spécialisée qui se veut réactive justement pour accompagner les concepteurs, pour en tout cas leur spécifier les exigences, la démonstration qu'ils devront fournir sur la sûreté de ces installations. Il y a un enjeu fort, effectivement, en termes de sécurité. Si sur les grosses installations nucléaires, on peut considérer finalement que des dispositions de protection physique peuvent être mises en place a posteriori une fois que l'installation est conçue et construite. C'est très différent pour ces petits réacteurs qui doivent avoir, de même qu'une sûreté intrinsèque, une sécurité intrinsèque. Et donc, ils doivent répondre à la fois à des exigences d'un point de vue sûreté et à des exigences d'un point de vue sécurité. Il est important d'optimiser le design et donc d'avoir cette vision globale pour pouvoir rendre un avis pragmatique, je dirais, vis-à-vis des concepteurs et des exploitants. Donc c'est avec l'arrivée des SMR, ce sujet qui était déjà prégnant sur des réacteurs comme le PR2, puisque par exemple l'enceinte de confinement, elle a un rôle évidemment en termes de sûreté, mais également en termes de sécurité. Là, c'est l'ensemble du réacteur qui doit être conçu de façon à ce qu'il réponde à des exigences de sécurité. Les réglementations ne sont pas forcément cohérentes entre elles. Donc un même objet peut devoir répondre à deux exigences qui peuvent être contradictoires. Donc il faut trouver des solutions de conception qui permettent d'allier ces différentes exigences. C'est tout le sujet de l'importance d'une expertise intégrée qui aujourd'hui est réalisée par l'IRSN, qui demain sera réalisée par des équipes qui dépendront d'autorités différentes. Donc une des conditions de la réussite de cette fusion, c'est bien la mise en place de modalités d'interfaçage pour que les experts puissent continuer à travailler de concert et fournir cette analyse un peu systémique qui prend en compte une vision large des problématiques. Merci Karine. Monsieur Le Seul, vous m'avez interrogé sur les forces et faiblesses du système actuel. Donc je rappelle, mais ça a été dit par certains d'entre vous, qu'aujourd'hui le système n'a pas fait l'objet de critiques qui auraient conduit à le remettre en cause, et on peut le retrouver dans un certain nombre de rapports, y compris le rapport de l'OPESC de juillet dernier. Alors ça étant de notre point de vue IRSN des points sur lesquels des améliorations sont possibles. Donc sur le processus d'expertise décision, d'ores et déjà, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On a régulièrement des échanges, notamment avec l'ASN. On a par exemple des processus d'audit croisés à intervalles réguliers avec des équipes mixtes pour regarder la manière dont notre système fonctionne. J'ai évoqué les dispositions que nous avons prises il y a quelques années sur l'amélioration du système. Sinon, il y a deux autres sujets que j'ai mentionnés dans mon intervention que je peux rappeler. Il y a le sujet de la crise, sur lequel il y a 2 centres de crise aujourd'hui en termes d'optimisation, chacun dans le respect de ses fonctions. Un travail pourrait être engagé, est engagé d'ailleurs. Et il y a aussi un sujet qu'avait évoqué la Cour des comptes, d'ailleurs, que nous partageons, c'est l'ensemble de tout ce qui est lié aux données, aux bases de données, aux systèmes d'informatique, un interfaçage plus grand, notamment dans une période de transformation numérique. C'est aussi quelque chose que j'ai mentionné dans mon intervention. Il y a un énorme chantier qui nous attend, y compris avec les industriels,
avec des questions telles que comment intègre-t-on l'apparition de ce qu'on appelle les jumeaux numériques dans le processus d'instruction, d'expertise, de décision ASN-IRSN. Vous avez évoqué, Monsieur Le Seul, la question de les modalités de publication des avis. Donc je l'ai rappelé, vous posiez une question très spécifique indiquant y a-t-il des retards des retards dans les prises de décision de l'ASN liées à des publications des avis. Alors pas à ma connaissance, hein. Et les cas où les avis ne sont pas publiés selon le processus que j'ai évoqué dans les 15 jours, j'en ai pas en tête. Là, j'en ai. Tu veux dire un mot là-dessus? Vas-y. Oui, simplement, quand le rapport de l'IRSN est soumis à l'avis du groupe permanent d'experts, dans ce cas-là, l'avis, effectivement, la publication est retardée pour laisser le temps au groupe permanent de siéger et de rendre un avis. C'est le seul cas, à ma connaissance, où la publication n'est pas faite dans les 15 jours qui suivent, mais je ne pense pas qu'on ait eu de demande de l'ASN de retarder la publication d'un avis. Il y a éventuellement, c'est assez rare, mais des avis sur des... Donc on suit aussi le médical, hein, donc il peut y avoir des impacts sur des patients. Et évidemment, quand un avis traite des questions sécurité des soins, impact sur un patient, mais que le patient peut s'identifier, évidemment, ça c'est une raison pour ne pas publier un avis. Hein. Ok, puis vous évoquiez la question, Monsieur Le Seul, du lien entre le militaire et le civil. Donc l'IRSN a été créé il y a une vingtaine d'années. Il y a eu un débat à l'époque sur la place de l'expertise de la partie défense, hein, donc les bâtiments de la Marine nationale et les installations qui sont liées à la fabrication des armes. À l'époque, le choix avait été de laisser l'expertise au sein de l'Institut parce que ça contribue en fait à harmoniser les approches de sûreté des deux domaines. Hein. Voilà, les autorités sont différentes, donc les experts étaient communs. Donc ça y contribue de deux manières en fait. Dans la démarche de sûreté nucléaire, d'expertise, vous avez deux types de profils. Vous avez ce qu'on appelle des généralistes, c'est des gens qui vont connaître une installation dans sa globalité. Donc, il y a un spécialiste qui va connaître le PR, un généraliste qui va connaître le PR, qui va connaître le réacteur du porte-avions Charles de Gaulle. Et puis il y a des spécialistes qui, comme leur nom l'indique, sont spécialisés, donc l'incendie, le facteur humain, la neutronique, les matériaux. Et dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui à l'Institut, donc les généralistes sont associés à des types d'installations, donc il y en a qui sont dans le domaine civil, d'autres défense, on va dire à temps plein. Par contre, les spécialistes sont mixtes. Dit autrement, le spécialiste incendie, le matin, il va s'intéresser à la protection incendie du réacteur EPR et l'après-midi à un bâtiment de la Marine nationale. Donc ça, c'est une première manière d'assurer la cohérence entre eux. L'autre, c'est que les gens, ils tournent au sein de l'Institut, ils restent pas sur un poste toute leur vie. Donc quelqu'un qui va passer un peu de temps dans la sûreté civile va passer dans la sûreté défense, et donc ça contribue à l'homogénéisation de ce système. Je passe à la question de Madame Violent, à l'intervention de Madame Violent. Alors, vous avez évoqué la continuité entre expertise et décision. Alors, le processus est un processus continu, mais un processus continu ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étape. Hein. Et donc, vous avez un processus qui va du dépôt du dossier d'un opérateur, EDF par exemple, une discussion avec l'ASN et l'IRSN sur qu'est-ce qui va être expertisé. L'expertise de l'IRSN a lieu, elle se conclut par un avis qui va être intégré au processus de décision de l'ASN qui, par ailleurs, regarde d'autres dimensions. Par exemple, s'il y a eu des consultations du public, des choses comme ça. Donc évidemment, c'est un processus continu qui commence à T0 et qui termine à T final, mais il y a des étapes, et l'expertise est une étape. La fin de cette étape, elle est concrétisée de manière extrêmement précise par justement l'élaboration et la diffusion de cet avis qui, à un moment donné, va figer la position technique des experts. Donc il y a une connexion entre eux. Indépendance de la nouvelle entité, le statut, il semble que le statut sera retenu, sera une autorité administrative indépendante, donc il sera attaché évidemment au statut juridique. Évidemment, c'est aussi une question de culture et de mode de fonctionnement. Madame Bateau, vous intervenez sur plusieurs sujets, notamment le fait que la transparence est essentielle en matière de sûreté. Évidemment, nous partageons complètement ce point de vue. D'ailleurs, l'IRSN a une démarche d'ouverture à la société volontaire
qui n'est pas une démarche décidée par nous tout seuls. Hein, c'est un de nos axes stratégiques, notre contrat d'objectifs et de performance avec l'État depuis la création de l'IRSN. On a eu plusieurs contrats d'objectifs et on a un nombre limité d'axes stratégiques, 3 ou 4, et chaque fois, il y en a un consacré à l'ouverture à la société et à la transparence, parce qu'effectivement, c'est une composante essentielle du fonctionnement du système. C'est aussi une manière pour les experts d'être interrogés, d'être interpellés et de s'interroger sur ces expertises. Vous mentionnez que l'autorité indépendante ne permet pas de conduire des recherches. C'est vrai que le modèle qui est construit, c'est un modèle unique, hein, puisque, à ma connaissance, sous réserve d'inventaire, il n'y a pas d'autorité de sûreté dans le monde qui fasse de la recherche. Un certain nombre d'autorités orientent des recherches. Hein, c'est-à-dire vont dire il faudrait faire des recherches dans telle direction, ce que faisait l'ASN aujourd'hui. Par contre, des autorités dans lesquelles il y a des chercheurs en blouse blanche qui utilisent des oscilloscopes, qui manipulent la radioactivité, qui ont des machines pour tracter les matériaux, etc. Ça, c'est unique. Après, ce sera évidemment un des enjeux de réussir ça, et évidemment d'intégrer cette autorité, comme je l'ai mentionné dans l'intervention, dans le biotope de la recherche. Vous avez mentionné que notre contribution à l'ASN, c'était 25% de notre activité. C'est tout à fait clair. Monsieur Vulfranc, vous posez des questions notamment en lien avec la relance du nucléaire et aux travaux importants qu'il y a à conduire, avec un impact en termes de moyens. Donc je ne peux que vous rejoindre. Et c'est clair que ce soit pour l'ASN ou pour l'IRSN, il faudrait, pour nous permettre de conduire nos actions, en particulier par rapport aux travaux importants qu'a mentionné Karine Herviou, que nous ayons une augmentation de nos moyens importante pour faire face à toutes ces échéances. Monsieur Liotte, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Hein. Je prends mes notes. Monsieur Saint-Huil, oui. Excusez-moi, monsieur, je suis vraiment confus. Hein. Mais j'essaie d'aller vite, donc voilà, je me prends les pieds dans le tapis. Donc voilà, votre question, c'est pourquoi cette autorité est-elle... j'arrive plus à me relire en plus. Pourquoi cette autorité est-elle sur l'attente des effectifs? Voilà, alors, comme je l'ai dit, hein, le système actuel n'a pas soulevé de critiques qui auraient conduit à le changer. Par contre, cette autorité est créée en lien avec le nouveau paysage nucléaire, comme l'indique le gouvernement. Aujourd'hui, l'IRSN travaille avec l'ASN pour construire cette nouvelle autorité qui rassemblerait les missions des uns des autres aux deux exceptions que j'ai mentionnées tout à l'heure et qui, par ailleurs, permettrait de respecter un certain nombre de principes, comme celui de séparation expertise-décision qui avait été rappelé par l'Office en mars et par un certain nombre de documents, ou les conditions de mise en œuvre de la recherche dans cette entité, ou encore, on n'en est pas là, mais l'organisation très pratique, hein, quelles vont être les unités qui vont constituer cette autorité. Voilà, je crois que j'ai répondu au premier jet de questions. Exactement. Merci beaucoup, merci d'avoir pris ce temps. Nous passons donc aux questions des différents groupes politiques. Et Monsieur Hott, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien inscrit. Pas d'inquiétude. Et il y en a une grosse dizaine. Voilà. La parole est à Madame Danielle Baudebois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Madame et Messieurs les directeurs adjoints, moi je salue votre esprit constructif qui nous fait du bien ce matin. Je n'étais pas vraiment favorable à la fusion, connaissant la valeur et l'excellence du travail de l'Institut. Néanmoins, nous avons bien compris la nécessité de bien préserver la séparation entre l'expertise et la décision et de préserver votre capacité de recherche. Je lisais sur votre site votre programme dans le cadre du grand carénage d'inspection et d'avis. Et je vois que vous en avez encore beaucoup d'ici 2025. Je lisais aussi sur votre site, et je salue la qualité de votre site et votre souci d'informer aussi bien par le site que la lettre le grand public
que les experts les plus pointus. C'est vraiment bien. Et je lisais sur votre dernier rapport, votre dernier avis de septembre 2023, un problème sur la fiabilité du tube de transfert de la centrale du budget. Donc, comment pensez-vous que tout ce travail et cette surveillance va pouvoir être conduite? Est-ce que vous faites des recommandations par rapport à ça dans le nouveau projet de loi? Merci. La parole est à Sophie Panonacle. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, député de la Gironde, mon attention se porte sur la centrale du Blayais. Cette centrale estuarienne, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, a subi les assauts de la tempête Martin. Les vagues submergent la digue de protection, coupant pendant plusieurs heures la route d'accès au site. L'eau s'infiltre, inonde les sous-sols de 2 des 4 réacteurs, endommageant des pompes et des équipements importants pour la sûreté de la centrale. Cet incident, qui sera classé au niveau 2 à l'échelle internationale des événements nucléaires, a conduit à faire l'évaluation complexe du risque de submersion. Vous aviez déclaré à l'époque que les modèles employés pour estimer ce risque comportaient des failles. 24 ans après cet incident majeur, qu'en est-il, sachant que le changement climatique s'accélère et aggrave les phénomènes d'érosion côtière, de submersion et d'inondation? À la veille de la décision par le gouvernement de l'implantation de 2 réacteurs EPR nouvelle génération à Braux et Saint-Louis, votre réponse peut-elle me conforter dans mon soutien à ce projet? Je vous remercie. Merci. La parole est à Damien Adam. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. En préparant cette audition, j'ai constaté sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que vous aviez mandaté un cabinet de lobbying sur une mission intitulée « Projet de loi nucléaire, garantir le principe d'une organisation duale de la sûreté nucléaire, expertise et contrôle ». On peut y lire notamment que cette mission vise à, je cite, « influencer la rédaction d'une décision publique en ciblant les parlementaires ». J'ai donc plusieurs questions sur lesquelles je souhaiterais avoir des éléments de réponse de votre part. Pensez-vous que le rôle d'un EPIC, donc d'un opérateur de l'État, est d'utiliser l'argent des Français pour faire du lobbying contre une réforme annoncée? Et quelle somme avez-vous alloué à cette mission dans le contexte où plusieurs rapports parlementaires pointent le manque de moyens de l'IRSN? Pensez-vous que ces missions sont appropriées alors même que vous êtes régulièrement auditionné par le Parlement? Combien de parlementaires ont été approchés? Y avez-vous été associé directement, Monsieur Niel? Le 8 février dernier, vous avez été missionné par la ministre de la Transition énergétique pour mettre en place une méthode de travail qui associe ASN et IRSN dans l'élaboration du projet de loi. L'avez-vous informé des mandats confiés à ces cabinets de lobbying dans ce cadre? Je vous remercie. Merci. La parole est à Damien Abad. Merci, Monsieur le Président. La relance du programme nucléaire, elle est indispensable, nécessaire et urgente. Elle va se faire par 2 biais, notamment par les travaux d'allongement de la vie de nos centrales pour éviter l'obsolescence, et puis également la construction de nouveaux EPR, dont nous sommes très attachés au département de l'Ain avec le nouvel EPR du budget, et la question aussi des réacteurs modulables dits SMR. D'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet, notamment que pensez-vous de la coopération européenne et de l'harmonisation des réglementations sur ces SMR. Et je voulais vous poser une autre question en ce qui concerne le rapport parlementaire présenté par notre collègue Fugy et puis Pied Noir. Finalement, est-ce que vous êtes pour ou contre les recommandations de ce rapport? Et si oui, est-ce que vous êtes pour toutes les recommandations ou certaines non? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez au fond de vous de ce rapprochement, de la création notamment de cette autorité indépendante de sûreté nucléaire et également de radioprotection? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens pour justement fluidifier la filière et simplifier l'organisation? Merci. La parole est à Madame Marjolaine Meunier-Milfer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur. En fait, pour bien comprendre par l'exemple la manière dont les différentes instances de sûreté peuvent aboutir à une décision, j'aimerais que vous puissiez revenir sur le cas précis de la corrosion sous contrainte qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment finalement ça a été découvert, comment la décision a été prise de fermer un nombre important de réacteurs et pourquoi? Enfin, ça permettra de voir comment chacune des instances s'était positionnée dans ce moment-là. Merci. Merci. La parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi. Monsieur le Directeur Général, vous avez indiqué qu'il y a une augmentation de l'ordre de 50% des démissions dans vos effectifs. Pour vous, est-ce qu'elles sont liées à la relance de la filière nucléaire, notamment par des entreprises qui auraient tendance à attirer des éléments, des effectifs de chez vous par des salaires plus attractifs, ou tout simplement des démissions qui sont en raison de la réforme annoncée de la fusion IRSN-ASN? Je vous remercie. Merci. La parole est à Maxime Lenné.
Alors attendez, juste on a... Voilà. C'est bon. Merci Monsieur le Président et merci de m'accueillir dans votre commission ce matin. Trois questions qui correspondent. Merci. À trois inquiétudes. Monsieur Niel, alors vous en avez dit un mot, mais qui va s'occuper de la sécurité des installations civiles et de la sûreté des installations militaires? Et est-ce que la réorganisation prévue vous semble optimale? Deuxième question, c'est sur la recherche et les défis qui sont posés face à nous, puisque avec le prolongement des réacteurs au-delà de 40 ans, la construction d'EPR 2, j'insiste sur le 2 parce que les EPR 2, on en a construit nulle part, alors que le retour de l'expérience d'EPR est quand même pas terrible. Les SMR, c'est la même chose, la gestion des déchets plutôt que le mythe du cycle de combustible. Est-ce que vous craignez pour les partenariats de recherche? Est-ce que certains sont déjà mis à mal? Est-ce que vous craignez pour l'avenir? Et troisième question, puisque la vraie raison c'est surtout de gagner du temps, on a bien compris, hein, c'était dans la loi d'accélération du nucléaire. Est-ce que vous pensez vraiment que la fusion IRSN-ASN peut permettre de gagner du temps? Et surtout, est-ce bien raisonnable? Pour avoir assisté à un colloque organisé par l'intersyndicale de l'IRSN, j'avais cru comprendre que ça n'était pas possible ni souhaitable. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. D'accord. La parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, à cause du phénomène de corrosion sous contrainte, EDF avait dû fermer une vingtaine de réacteurs à l'hiver 2022, ce qui lui avait coûté 17,9 milliards d'euros. L'IRSN avait émis publiquement des réserves sur la pertinence d'un maintien en fonctionnement durant les réparations, motivant l'avis final de l'ASN. L'IRSN avait aussi affirmé qu'une rupture de tuyauterie n'aurait pas eu d'effet à l'extérieur du réacteur grâce à la protection offerte par l'enceinte de confinement. On sait aussi que la démonstration de sûreté des réacteurs intègre un tel scénario et qu'une installation nucléaire peut fonctionner avec 2 circuits de secours sur les 4 dont il dispose. Était-il donc bien nécessaire de fermer les réacteurs? Aux États-Unis, la NRC autorise les exploitants à manchonner les tuyaux atteints, c'est-à-dire à les envelopper d'une couche saine au lieu de devoir les tronçonner. Le système de sûreté nucléaire français est-il trop pointilleux ou est-ce les autres qui sont trop laxistes? Avec le perfectionnement des technologies, ne va-t-on pas trouver de plus en plus de défauts à nos réacteurs? Et sont-ils toujours graves? La corrosion a-t-elle un lien avec le mode d'exploitation des réacteurs, marqué en France par un stop-and-go permanent dû à l'intermittence des énergies renouvelables? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Rey. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Les relations entre l'ASN et l'IRSN ont été qualifiées de mauvaises dans un rapport de la Cour des comptes de 2014. Est-ce que ces relations se sont améliorées depuis? Et à défaut de fusion, quelles solutions alternatives existent pour améliorer ces relations? Autre question sur le timing, est-ce qu'il y a urgence à mettre en œuvre cette fusion? Est-ce que le moment actuel lié à la relance du nucléaire est-il bien choisi? Enfin, je reviens sur un sujet que vous avez évoqué, sur le sort des salariés de l'IRSN qui travaillent sur le nucléaire militaire. Un rattachement au ministère des Armées avait été évoqué, ou DSND, mais avec le risque d'une perte d'indépendance et de transparence. Comment donc peut-on élargir la fusion ASN-IRSN au domaine militaire? Merci. Merci. La parole est à Hubert Hoth. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, moi j'aimerais rappeler que, en quelque sorte, la panique climatique nous a poussé à envisager le nucléaire comme la solution miracle. Or, qu'on le veuille ou non, le risque zéro n'existe pas. Et il est important de rappeler qu'un accident nucléaire majeur s'avérait être une arme de destruction massive, définitive et irréversible. Bien pire que les fameux polluants éternels dont l'éternité serait plus courte, etc. Sans parler des pesticides et autres. Donc on est face à quelque chose qui est de l'ordre du risque le plus élevé qu'on puisse imaginer dans le monde industriel. À partir de là, sachant aussi qu'on a un passif d'une sorte de viol démocratique qui n'a jamais dit son nom, le nucléaire est né de cela, il a évolué là-dedans, omerta, etc. Moi j'aimerais savoir ce que vous pensez en conscience de la disparition de la dualité et de la garantie au vu du caractère précieux de la sûreté nucléaire en France. Merci. La parole est à Gérard Le Seul. Oui, merci Président. Monsieur le Directeur, vous nous avez donné plusieurs explications, mais
on sait l'IRSN aujourd'hui fournit des expertises à l'ASN, mais aussi à d'autres autorités. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont ces autorités et à peu près dans quelle proportion? Et puis le collège de l'ASN rend à peu près 30 à 40 décisions par an sur un total de 2300 décisions prises par l'ASN chaque année. D'après votre expérience, peut-on considérer que le collège de l'ASN est la seule instance de décision au sein de l'ASN, et si ce n'est pas le cas, qui prend les autres décisions? Et puis, pardonnez-moi, mais je n'arrive toujours pas à comprendre dans votre propos quel serait l'avantage absolu à interrompre le système actuel pour fusionner. Nous n'avons toujours pas d'éléments concrets, tangibles, scientifiques, comme le rappelait tout à l'heure Delphine Batho, qui nous permettraient de comprendre l'intention du gouvernement. Et enfin, ça a été dit à plusieurs reprises, mais le moment est-il bien choisi pour remettre ce sujet sur la table? Enfin, je pense que nous souhaitons vraiment avoir votre avis sincère, personnel sur le sujet. Et enfin, la parole est à Jean-Luc Fugit. Oui, merci, Président. Peut-être d'abord une remarque pour Benjamin Saint-Huil-Lyot. Je l'invite à lire le rapport que je lui ai de l'OPEX et les 17 recommandations, et je vais lui offrir tout à l'heure. Sur la séparation expertise-décision, il me semble qu'il y a une certaine ambiguïté sur le sujet de la séparation donc, de la décision dans certains propos. Et je voulais rappeler qu'aujourd'hui, les décisions importantes en matière de contrôle de sûreté nucléaire et de radioprotection, elles sont prises par le collège de l'ASN. Le collège de l'ASN sont des membres qui sont nommés par le président de la République et les présidents des deux chambres parlementaires. C'est un organe donc à part de l'autorité. Et ce collège de l'ASN n'a pas la responsabilité de piloter, donc M. Niel le sait très bien, il a travaillé lui-même à l'ASN, n'a pas la responsabilité de piloter l'organisation des services de l'autorité. Et c'est cette autorité qui prépare avec ses propres experts, associés aux experts de l'IRSN, donc les dossiers qui sont soumis à l'examen du collège. Et notre rapport, il est très clair sur le souhait de conserver cette séparation de la nouvelle organisation, de la décision et du contrôle. Il faut être très clair. Pour ceux qui ont lu le rapport, c'est très clairement inscrit. Voilà, enfin, on peut le penser en effet. Mais monsieur le directeur général et vos équipes, moi j'ai une question très très simple finale à vous poser. C'est est-ce que vous ne pensez pas que la réforme qui est proposée, elle peut être l'occasion aussi de, comment dirais-je, de revoir l'attractivité des métiers de la sûreté nucléaire, puisqu'on dit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de difficultés. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être l'occasion justement de remettre tout ceci, je dirais, dans un bon fonctionnement et que ce soit particulièrement attractif? Merci, chers collègues. La parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs et Madame. Le gouvernement, cela a été dit, avait tenté de faire passer cette fusion à marche forcée lors de l'examen du projet de loi d'accélération du nucléaire. Et c'est notamment un amendement Lyot, porté par notre collègue Benjamin Saint-Huil, qui avait réussi à renverser la vapeur en réinstituant le modèle dual. Aujourd'hui, les manières de faire ont-elles changé? L'IRSN est-elle inclus dans une vraie concertation en amont de la prochaine loi annoncée par le gouvernement? Depuis que ce projet de fusion a été retoqué par notre Parlement en avril dernier, quelles ont été les principales étapes du dialogue entre l'IRSN et le gouvernement? Et enfin, le gouvernement met notamment en avant le fait qu'actuellement l'ASN ne peut pas s'approprier suffisamment rapidement les avis de l'IRSN. Qu'en pensez-vous? Merci. Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole? Pas d'autres questions? Monsieur le directeur général, je vous laisse le soin de répondre aux questions. Ok, la première question, c'est Madame Brulebois qui revient sur la qualité de notre site. Je vous en remercie et notre souci d'informer. Je vous en remercie aussi. Et une question technique sur le tube de transfert de budget. Karine. Alors, c'est une expertise effectivement qui a mis en évidence une imprécision simplement au niveau des règles d'exploitation. Donc, il n'y a absolument pas de problème sur la fiabilité du tube de transfert et la fiabilité de cette vanne d'isolement en particulier. Par contre, on a juste recommandé qu'EDF précise pour que l'opérateur comprenne bien ce qui lui est demandé. En fait, on a fait une recommandation dans ce sens, mais il n'y a pas de problème de sûreté associé au tube de transfert sur budget. Ok, je peux peut-être aussi te redonner la parole pour la question d'après sur les risques de submersion de l'inondation Blayais. Je peux juste mentionner que j'étais au centre de crise de l'IPSN de l'époque pendant l'inondation du Blayais. J'ai donc vécu de très près. Karine.
Alors, ce qui s'est passé sur le site du Blayais, c'est une combinaison finalement d'événements exceptionnels qui a conduit à la submersion du site. De cet événement, il y a eu un travail très conséquent pendant des années avec les exploitants, avec l'ASN, qui a conduit à revoir tous les scénarios qui pouvaient conduire à un risque d'inondation finalement sur un site. Donc beaucoup de travail qui a été fait, malheureusement qui n'a pas été entendu suffisamment à l'étranger, puisqu'on verra qu'en 2011, à Fukushima, c'est encore une combinaison d'événements qui va conduire à la catastrophe que l'on a connue. Par rapport au changement climatique, évidemment, il y a une veille associée au risque de submersion, notamment l'évolution des niveaux marins. Dans le cadre des réexamens périodiques de sûreté, tous les 10 ans, l'autorité de sûreté réinterroge EDF et l'ensemble des exploitants sur les hypothèses retenues pour la conception et la protection des réacteurs contre les agressions. Donc c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Pour le changement climatique, il en est de même. EDF, par exemple, revoit très régulièrement ce qu'on appelle ses référentiels, c'est-à-dire les exigences qu'il fait porter sur les matériels pour tenir compte, par exemple, de l'évolution des températures. Pour les nouveaux réacteurs, eh bien, EDF se base sur les scénarios du GIEC, fait des études approfondies sur les impacts au niveau d'un site et propose effectivement un certain nombre les températures ou les niveaux d'eau à prendre en compte pour concevoir sa centrale. L'expertise de ces propositions est faite par l'IRSN qui rend un avis à l'ASN et qui décide effectivement du caractère acceptable des dispositions qui ont été prises par EDF ou qui demandent éventuellement à les renforcer. Mais effectivement, l'inondation du Blayais a été un déclencheur. C'était là encore une situation totalement inattendue dont on a tiré beaucoup d'enseignements qui heureusement a pu se gérer très correctement grâce à l'intervention des équipes d'EDF, mais qui a géré beaucoup d'enseignements pour la sûreté. Ok, ensuite il y a une question sur sur l'influence des parlementaires. Donc l'IRSN a un accord qui est dans l'HATVP avec une société qui nous aide dans nos relations avec les parlementaires, tout simplement pour suivre l'actualité. Je n'ai pas souhaité me doter de quelqu'un sur ce sujet, qui nous aide aussi à organiser l'information sur nos sujets des parlementaires. Par rapport au point que vous soulevez précisément, là, je ne peux pas y répondre, mais je vais le regarder de manière très précise. En tout cas, on a... Vous aurez l'occasion peut-être de vous exprimer dans un second temps, mais juste là, c'est... Avec tout le respect que j'ai pour vous, Madame la Ministre, c'est Monsieur le Directeur Général qui est auditionné. Donc, à l'occasion, à la fin des réponses qui seront apportées, on vous laissera la parole. Alors ensuite, Monsieur Abad, une question sur la coopération et l'harmonisation européenne. Alors, l'IRSN, et j'ai dit tout à l'heure, est très très présent à l'international. Nos grands enjeux internationaux, c'est d'abord l'AIEA. On est notamment très présent sur le sujet de l'Ukraine. Et ensuite, au niveau européen, on est présent sur la recherche et sur le travail avec les IRSN européens, ce qu'on appelle les TSO, les Technical Safety Organizations, dans lequel on est en réseau. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Dans le cadre du projet de SMR EDF NUWARD, à l'initiative de l'autorité de sûreté nucléaire, il y a un groupe d'autorités qui peuvent être intéressés par l'implantation de ce réacteur sur le territoire, qui se sont réunis dans le cadre de ce qu'on a appelé une Joint Early Review, et qui consiste donc sur la base d'un design proprement dit soumis par EDF à échanger sur les exigences applicables dans chacun des pays. La réglementation, elle est nationale et la responsabilité est nationale. Et effectivement, c'est une difficulté qu'EDF a pu rencontrer sur les EPR. Il est très difficile d'harmoniser les réglementations. Et donc, il faut que très en amont du projet, il puisse y avoir des échanges entre l'ensemble des autorités intéressées par un projet et l'exploitant, là encore pour optimiser finalement et qu'un même réacteur puisse répondre à différentes réglementations. Sinon, ça conduit, comme ça s'est fait sur l'EPR, à répondre à une recommandation, puis ensuite, quand il y a un nouvel entrant, un nouveau pays, à adapter, à modifier la conception pour répondre à de nouvelles réglementations. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'objectif des SMR, qui est bien une construction en série de réacteurs identiques pour permettre un déploiement. Vous posez une question sur le rapport et ma position sur l'organisation, mais je crois que je me suis déjà exprimé. J'ai rappelé que cette réforme n'était pas une mise en cause de l'IRSN et d'ailleurs du système actuel.
Deux, que sur les recommandations, l'essentiel des recommandations pourrait être mis en œuvre dans le dispositif actuel. Madame Meignier-Millefer, sur la CSC, tu veux refaire l'historique, Karine ? La corrosion sous contrainte a été découverte par EDF à l'occasion d'une visite décennale des réacteurs de 1450 MW, les réacteurs N4 qui sont les plus récents en exploitation. À la suite de l'identification de la cause des fissures détectées, EDF a pris les décisions d'arrêter l'ensemble des réacteurs de type N4 et a ensuite proposé des stratégies de contrôle sur l'ensemble des autres réacteurs, des autres paliers. Nous avons été effectivement saisis par l'autorité de sûreté pour faire une évaluation des risques associés et contrairement à ce qui a été dit, la rupture de plusieurs tuyauteries d'injection de sécurité n'est pas couverte par la démonstration de sûreté, c'est en partie couvert. La difficulté était là qu'on suspectait des fissures sur l'ensemble des lignes d'injection de sécurité et donc potentiellement un risque de non seulement de brèche primaire, puisque c'est une partie qui n'est pas isolable, mais qui pouvait aller éventuellement jusqu'à l'accident grave, puisque finalement ce système d'injection de sécurité, il permet justement d'alimenter le circuit de refroidissement en eau, et donc c'est un circuit de sûreté indispensable au refroidissement du cœur. Voilà. Donc il y a eu un certain nombre d'évaluations qui ont été faites sur l'origine de ce phénomène, sur aussi la performance des contrôles non destructifs réalisés par EDF. EDF qui s'est très fortement mobilisé pour développer de nouveaux moyens. Donc tout ça, ça a été discuté et expertisé par l'IRSN. Et bien évidemment, ce n'est pas l'IRSN qui décide de l'arrêt des réacteurs. L'IRSN donne un éclairage technique sur les enjeux, sur l'évaluation de risques liés au fonctionnement des centrales. C'est l'autorité de sûreté qui peut éventuellement demander à EDF d'arrêter les réacteurs. En fait, c'est EDF qui a pris les décisions sur ce dossier d'arrêt des réacteurs. Alors évidemment, il y a des pratiques différentes avec ce qui se fait par exemple aux États-Unis en termes de vous avez signalé le manchonnage. C'est quelque chose qui n'est pas une pratique française, notamment parce qu'il faut pouvoir ensuite contrôler l'évolution d'un éventuel défaut. Donc en termes de sûreté, l'IRSN a un certain nombre de réserves sur le sujet. Mais nous avons dû faire face collectivement à un phénomène nouveau, incompris, et effectivement multifactoriel. Donc vous demandez si les stop and go liés au suivi de charge, à l'arrêt des réacteurs dû à la présence de renouvelables peut conduire à générer de la corrosion sous contrainte. Non, ce n'est pas le cas. Les conditions d'exploitation peuvent éventuellement être une cause liée à l'utilisation d'eau d'appoint du circuit primaire qui contient de l'oxygène, mais ce n'est en aucun cas lié à l'arrêt des réacteurs ou au suivi de charge qui est fait pour tenir compte de l'arrivée des énergies renouvelables sur le réseau. Voilà, donc chacun son rôle effectivement parmi les acteurs. Je crois pouvoir dire que les compétences développées bien en amont sur les phénomènes de corrosion sous contrainte, que ce soit côté EDF, côté IRSN ou côté ASN, puisqu'il y a la direction des équipements sous pression nucléaire qui est également très impliquée sur ce sujet, a permis de régler au mieux ou au plus vite en tout cas ce sujet, même si beaucoup peuvent regretter que cela n'a pas été assez rapide. En tout cas, les compétences étaient présentes en France chez les différents acteurs et ont permis de prendre, l'ASN l'a rappelé, les décisions qu'il fallait compte tenu des doutes et des incertitudes associées. Il faut insister sur le fait que ce phénomène de corrosion sous contrainte, contrairement à ce qui s'appelle la fatigue thermique, est un phénomène qui peut se dégrader extrêmement rapidement. C'est ça qui a conduit aux enjeux en termes de sûreté. Monsieur Dragon, concernant l'augmentation des parts de 50%, alors je répète, les chiffres sont un peu... Il faut prendre avec un peu de prudence. En général, on a une quarantaine de démissions par an. Là, le trend, la tendance va plutôt vers 60. D'accord ?
le fait que les gens, on interroge les gens, on les questionne. Donc l'augmentation de 50%, elle vient de là. C'est-à-dire des personnes qui partent nous disent c'est lié notamment à l'organisation, mais souvent c'est multifactoriel. En général, les gens ne repartent pas pour une raison. Ça peut être des questions salariales, des questions de relation avec leur manager, etc. En tout cas, quand on demande aux personnes, on arrive à ce chiffre. Alors, ce chiffre peut paraître faible, parce qu'on est 1800. Le sujet, c'est qu'il se concentre sur les services qui sont le plus facilement attractifs pour l'extérieur. Et donc, souvent, c'est les métiers de l'expertise de sûreté. Donc, chez Karine, pourquoi? Parce que c'est des métiers proches de l'expertise. Il faut se spécifier. En tout cas, il y a ce chiffre qui est issu de notre première comptabilité et qui se concentre préférentiellement sur les secteurs d'expérience. On a fait faire une étude sur les écarts de rémunération et dans le domaine énergie-santé, qui sont les deux domaines dans lesquels l'IRSN est en concurrence avec des secteurs privés, l'écart est de l'ordre de 30 à 40%. Donc évidemment, ça, c'est un argument pour les gens. Monsieur Lenné, vous venez sur la question de l'expertise de défense et vous rappelez à juste titre qu'en fait, c'est deux domaines bien séparés qui sont réunis parce que c'est deux sujets, je vais les détailler, c'est deux sujets qui répondent à des exigences de confidentialité par rapport à un enjeu de défense au sens défense du territoire. Donc il y a la sûreté des installations de défense, donc c'est éviter un accident sur des réacteurs nucléaires embarqués ou sur des installations qui travaillent en fabrication avec des armes, ça c'est la sûreté. Donc à l'IRSN, c'est une cinquantaine de TPT, dont 25 dans la direction de l'exploitation de défense. Puis il y a un autre sujet qui concerne les installations civiles, qui est la prévention du risque terroriste et malveillant sur les installations civiles, qui est réunie avec les activités en lien avec les installations de défense. Donc il y a de l'activité du secteur de la défense et des secteurs civils, les deux étant réunis par l'exigence de confidentialité et un rôle très important des structures régaliennes. Voilà. Sur les partenariats de recherche, je peux effectivement indiquer qu'on a des questionnements, parce que l'IRSN est connu à l'international. On a des questionnements sur l'organisation en cours. Ce qui est clair, c'est que je dis à mes partenaires que, bien évidemment, il y aura dans les dispositions qui seront prises les garanties nécessaires pour assurer la continuité des partenariats. On est par exemple présent sur beaucoup de partenariats européens. On pilote notamment un partenariat européen sur la radioprotection chez Jean-Christophe, qui en est le pilote. Et c'est évident que nous sommes très, très attentifs à ça. Sur les enjeux de la réforme par rapport au timing, là aussi je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, c'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels il faut être très attentif dans la mise en œuvre de la réforme, à la fois dans le long terme, c'est-à-dire quand le système sera stabilisé, mais aussi évidemment dans la période transitoire. Alors, Madame Pétex, qui revenait sur la question de la CSC, une question qui était le système est-il trop pointilleux? Alors sur la CSC, on ne va peut-être pas y revenir, sauf si Karine veut dire quelque chose de plus. Mais sur le système est-il trop pointilleux? Alors c'est une question très très difficile quand vous l'adressez à un organisme de contrôle, que ce soit une autorité, d'ailleurs une organisme d'expertise, parce qu'évidemment, tant qu'il n'y a pas d'accident, on peut être suspecté d'en faire trop. D'ailleurs, je rappelle qu'avant l'accident de Fukushima, il y avait un tendanciel sur ce type-là. Voilà, les systèmes de sûreté sont trop exigeants, etc. Donc c'est un exercice difficile. Voilà, donc je ne peux pas répondre à la question. Nous, en tout cas, on le fait en notre âme et conscience sur des bases scientifiques et techniques. On a alors les scientifiques et techniques. C'est pas, on ne prend pas des décisions. Voilà, on les argumente. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant que les avis soient rendus publics, parce que ça permet à tout un chacun, pas seulement les spécialistes du sujet, de voir le raisonnement qui a pu être conduit. Alors, Monsieur Ray, vous évoquez un rapport de la Cour des comptes parlant des détériorations des relations 2014. Donc il y a eu un rapport sur le suite 2014 est public, celui suivant ne l'est pas malheureusement, mais le rapport de la Cour des comptes suivant notait une amélioration des relations. Voilà. Et je rappelle que le rapport de 2014 considérait que le système dual était un système pertinent. Voilà. Sur la relance du nucléaire, moi, c'est un choix évidemment politique. Donc, je n'ai pas d'avis en tant que directeur général de l'IRSN sur ce sujet, si ce n'est de dire, mais je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est d'accord avec la relance, ça doit se faire dans des conditions de
de sûreté, du plus haut niveau. Monsieur Haute, sur le système dual et sa disparition, je crois que je me suis déjà exprimé au travers de des diverses interventions. Monsieur Le Seul, sur les expertises autres que l'ASN, peut-être que je peux passer la parole à Jean-Christophe Garel qui suit le secteur santé-environnement. Merci Jean-Christophe. Oui, on a beaucoup parlé de sûreté ce matin. Je rappelle qu'à l'IRSN, on a aussi une mission dans le domaine de la radioprotection. La radioprotection, c'est la radioprotection du public, des travailleurs, des patients et de l'environnement. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Je rappelle juste que le pôle santé-environnement, c'est environ 500 personnes, à comparer au pôle sûreté qui est de l'ordre de 650 personnes, donc ce n'est pas complètement négligeable. Donc dans le cadre de nos activités, on est effectivement amené à travailler pour d'autres autorités. Donc c'est notamment la Direction générale du travail, la Direction générale de la santé, la Direction générale de la prévention des risques, la Direction générale de l'alimentation et la Direction générale de la répression des fraudes. C'est en gros, c'est avec ces autorités que nous travaillons et ça représente en nombre de saisines de l'ordre de 30 à 40% du volume que nous traitons chaque année, sachant qu'il ne faut pas s'arrêter au nombre. Il y a aussi la profondeur des expertises et je peux citer un travail de fond que nous faisons à l'heure actuelle avec la DGT sur la question du radon, qui est une question qui me semble importante dans le domaine de la santé publique. Merci Jean-Christophe. Donc sur l'évolution du système actuel, hein, Monsieur Le Seul, là aussi je me suis exprimé, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux qu'il faut évidemment complètement prendre en compte. Hein, je les ai évoqués dans mon intervention. Et puis il y a un enjeu du transitoire hein, par rapport aux grands chantiers qui s'ouvrent devant nous. Monsieur Fugit, vous évoquez la question de l'attractivité des métiers. Je dirais que quel que soit le système, il faut absolument qu'il y ait de l'attractivité parce que si les métiers d'ailleurs de l'ASN comme de l'IRSN, c'est des métiers de matière grise, quoi. Hein. C'est la qualité du système, elle repose sur la qualité des gens qui y sont, et donc c'est essentiel. Et je dirais que dans les deux cas, quel que soit le système, il faut absolument réussir à attirer les gens. Ça passe à la fois par des questions de moyens collectifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens sur le pont, qu'on puisse faire de la recherche de qualité. C'est aussi une question individuelle. Hein. J'ai évoqué les écarts salariaux. Et tout à fait. Mais c'est un point. Et là, on l'a documenté. Enfin, ça avait été lancé en parallèle parce qu'on avait une action on avait lancé une action sur l'évaluation de notre grille salariale indépendamment de la réforme. Donc, on a pu bénéficier de cette dimension. Voilà. Et puis, Monsieur Bricou, question sur l'implication de l'IRSN. Donc, on a eu des échanges qui ont commencé au cours de l'été. Et aujourd'hui, très concrètement, on a ces groupes de travail que j'ai évoqués avec l'ASN. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. On a deux autres questions en complément. Une question de Madame Bateau et de Monsieur Adam, ou au moins une expertise à partager à tous les collègues. Madame la Ministre. Oui, puisque la question de notre collègue était pleine de sous-entendus sur les députés de toute sensibilité qui se sont prononcés en mars contre le cavalier législatif du gouvernement. Donc je veux dire solennellement que pour ma part, je n'ai eu absolument aucun contact avec le moindre cabinet de représentants d'intérêt ou de lobbying dans cette affaire et que je n'accepte pas qu'une espèce de suspicion soit jetée sur les positions défendues par nombre de collègues de toute sensibilité qui ont essentiellement échangé avec les organisations syndicales de l'IRSN et de l'ASN auxquelles je veux rendre hommage. Par ailleurs, notre collègue, puisque j'allais fureter dans le registre des représentants d'intérêt pour essayer de comprendre de quoi il parlait, constatera qu'il y a des fiches sur l'IRSN depuis 2017 qui concernent notamment toutes les lois de finances et tous les travaux parlementaires que l'Assemblée nationale ait eu à faire sur les questions de sûreté nucléaire. Merci pour cet éclairage, Monsieur Adam.
Oui, du coup, parce que ça permet d'en profiter pour répondre à Madame Bateau. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a eu des éléments sur le projet de loi, et ça c'est bien légitime, mais il y a aussi des éléments sur le projet de loi spécifique et sur l'aspect dual entre IRSN et ASN qui a été fait dans les contrats avec l'IRSN. Mais du coup, Monsieur Niel, puisque vous n'avez pas de réponse sur l'intégralité du dossier, je comprends tout à fait que vous puissiez nous revenir vers nous a posteriori, mais il y a quand même des éléments sur lesquels vous pouvez nous répondre dès maintenant. C'est est-ce que vous, personnellement, vous étiez au courant de cet élément sur le projet de loi en tant que tel et sur la dualité IRSN et ASN, et si c'est bien confirmé qu'il y a bien eu un contrat de ce type. Voilà. Il y a quand même des éléments de réponse que vous pouvez apporter dès maintenant. Monsieur le directeur général. Est-ce que vous pouvez préciser votre question sur la dualité? L'objet sur la... Je vais vous lire concrètement Laissez-moi 2 secondes que la page se charge. Effectivement, c'était le projet de loi nucléaire, garantir le principe d'une organisation duale de la sûreté nucléaire, expertise et contrôle. Ça, c'est le nom de la mission que vous avez. S'il vous plaît, madame. Non, mais attendez. Oui, avec une action qui commence du 1er avril précisez 2022 votre question et monsieur le directeur 31 général mars viendra 2023. apporter des précisions. Honnêtement, je vous répondrai. Là, je ne sais pas. Et clairement, c'est pas une action qui m'a mobilisé parce que je ne vois pas de quoi il s'agit. Ah, donc je vais regarder. Je prête beaucoup d'attention quand j'ai contracté avec la société que j'ai évoquée tout à l'heure. J'ai porté beaucoup d'attention à ces sujets, par respect pour les parlementaires, par respect pour les gens de l'Institut. Mais je reviendrai vers vous, monsieur Adam, sur ce sujet. Monsieur Le Seul. Oui, merci, Président. Pour clarifier peut-être un petit peu le débat sur ces sujets-là, et pour qui a déjà eu affaire à des déclarations sur la HATVP, sur les actions des entreprises, je remercie l'IRSN d'avoir mis en transparence le fait de confier une mission globale d'action vis-à-vis du législateur sur les questions, y compris de sûreté duale, parce que l'obligation déclarative doit mentionner l'objet. Si vous ne mentionnez pas l'objet, vous ne pouvez pas dire, si vous n'influez pas sur la réglementation, sur la législation, vous ne pouvez pas inscrire une action sur le registre de la HATVP. Donc je pense que ça répond en grande partie à la question. Il s'agit de préserver l'identité même de l'IRSN à travers cette mission, et il a dû être précisé que c'est effectivement pour préserver le système dual. Mais je pense que je rejoindrai l'expression de ma collègue Bateau. Il y a comme une suspicion qui est jetée à travers la déclaration tout à l'heure de notre collègue que je ne peux pas accepter. Chers collègues, je laisse le soin à monsieur Jean-Christophe Niel de pouvoir dire un petit mot de conclusion. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir donné l'occasion à l'IRSN de s'exprimer sur ces sujets, un large spectre de sujets. Et surtout, je voulais confirmer que notre seule motivation, c'est la sécurité de nos concitoyens, que ce soit du point de vue de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection. C'est notre préoccupation unique à l'ensemble des salariés de l'Institut. Et le deuxième point, c'est que bien évidemment, mais comme je le fais depuis que je suis nommé dans mes fonctions précédentes, je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres. Notre domaine n'en manque pas. Je vous remercie. Merci de votre présence, merci de vos propos. Et chers collègues, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais oui, la semaine prochaine, dans cette même salle, pour effectivement le 31 octobre, 17h, dans cette même salle, 17h15, pour la proposition de loi visant à instaurer désignation de rapporteurs très important sur diverses propositions de loi, notamment sur une proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur le déploiement des méga-bassines. Voilà, chers collègues. Très bonne journée. Merci à vous.